Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Charline, une ancienne victime de l'anorexie. Vous êtes dans l'appétit du cœur, bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Alors la première question que je pose à tout le monde, c'est présente-toi de la façon dont tu le souhaites. Disons que en étant ici pour parler d'anorexie mentale, j'aurais tendance à expliquer tout de suite de quoi j'ai souffert, voilà, expliquer un peu mon parcours, mais finalement je pense que c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de me présenter parce que ça me me définit pas moi en tant que personne. Et du coup, j'aurais envie d'expliquer d'autres aspects de ma vie, j'ai 26 ans. Je suis psychologue et il y a plein de choses que j'aime bien faire dans la vie. J'aime bien tout ce qui est lecture, l'artistique et aussi surtout prendre soin des gens, donc les enfants, les personnes handicapées. Ça colle vachement à ton domaine de psy quand même. Oui, tout à fait. On est d'accord. Et du coup, t'as été victime d'anorexie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux témoigner dans ce podcast ? Pour moi, c'est important que cette expérience-là, elle puisse apporter du positif aux autres, que ça ait servi à quelque chose en fait, de souffrir de cette maladie. Oui, mon idée, d'une part, déjà pour moi témoigner, c'est finir ma reconstruction, je pense, ma guérison. Mais aussi, ce serait permettre d'être là en prévention pour les jeunes ou bien d'aider d'autres personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été pour voilà, essayer de enfin que cette expérience comme je disais mais enfin que ça ait un impact positif pour les autres. T'as dit comme quoi tu cherchais à finir ta guérison. Ça veut dire qu'aujourd'hui elle n'est pas finie ? Ouais, ça c'est très compliqué comme question. Je suis une professionnelle pour ça. Mais bravo. Pff, je sais pas en fait, c'est assez varié. À certains moments, je me dis que je suis tout à fait guérie parce que je vois vraiment la différence avec avant. Je peux passer des moments hyper sereins. Je pense plus à la nourriture H24 ou bien je vais pouvoir accepter d'aller faire un restaurant à l'impro, ce que je pouvais pas faire avant. Et puis à d'autres moments, les moments les plus compliqués, je me rends compte que c'est pas encore tout à fait derrière, que si je vais pas bien, j'ai tendance à me retrancher dans mes anciens mécanismes, du genre aller faire du sport ou bien des choses comme ça. Donc voilà, je sens que j'ai avancé, mais je sais pas si je peux dire vraiment que c'est du passé Et définitivement. tu penses que tu vas rester toujours un peu dans la méfiance de toi-même, de dire il faut toujours que je fasse attention parce que il y a un démon au-dessus de moi qui fait que faut que je fasse attention sinon je peux retomber. Ou est-ce que tu penses qu'à un moment Euh, donné tu pourras dire que non c'est derrière toi et c'est fini quoi. En tout cas, j'espère que comme ma psychologue et ma diététicienne me disent, j'espère qu'il y a une véritable guérison qui existe et que ce sera plus un petit point d'alerte dans un coin de ma tête, mais je le vois pas comme un démon qui sera présent de manière très très importante, quoi. Simplement me dire, voilà, il y a des choses auxquelles je dois faire attention, je devrais rester prudente. Du genre, je sais pas moi, si je suis stressée et que je mange moins, je sais que je peux pas me l'autoriser en fait. Mais non, je pense que j'ai quand même l'espoir que ça disparaisse tout à fait et que ça fasse vraiment partie du C'est passé. cool ça, c'est plein de positif. Ouais, Je kiffe, je kiffe. il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et toi dans ton parcours, quelle a été la chose la plus difficile que tu as vécue et comment tu t'en es sortie ? Ouh là, c'est une colle. La chose la plus difficile, je pense pas que ce serait très... Pour moi, c'est pas un moment précis. Enfin, je pense que ce qui a été très compliqué, c'est de voir mes proches souffrir autour de moi de ma maladie. De me rendre compte petit à petit que eux se rendaient compte que j'étais en danger, mais que moi je me rendais pas compte, d'avoir mes proches qui s'effondraient, qui pleuraient, qui me convoquaient pour me dire que c'était plus possible. Donc je crois qu'il y a de ça.
Et aussi le fait de réduire les moments sociaux, parce qu'en fait, c'est hyper important dans ma vie, mais à un moment, ça a plus été possible pour moi, donc Ouais. Il faut bien comprendre que la nourriture est vraiment omniprésente dans les contacts sociaux. Donc du coup, quand on va voir une personne, bah, c'est pour un déj, pour un goûter, pour un apéro. mmh. Et pour une personne qui veut pas manger ou qui veut pas être en contact avec la nourriture parce que ça ne lui convient pas, bah, elle va juste décliner l'offre. Et donc du coup, naturellement, on va se retrouver tout seul très vite, quoi. Ouais, et on n'y pense pas spécialement non plus, parce que ici, par exemple, il y a certaines activités qui, bah, ça donne l'impression qu'il y aura pas de nourriture autour, et puis au final, on prévoit de se voir, je sais pas, pour un karaoké, ou bien ici encore récemment pour la naissance d'un enfant, et en fait, au final, bah, il y a quand même toujours un moment de repas autour où les gens décident d'aller au restaurant ou acheter une pâtisserie, et donc on se retrouve toujours piégé, mine de rien, là-dedans, quoi. Donc, Et est-ce que tu as réussi quand même à avoir un contact social ou à un moment donné, tu t'es coupé de tout le monde? je me suis jamais coupée de tout le monde parce que non, c'est tellement important pour moi que, en fait, même quand j'étais au plus bas de la maladie, je continuais à inviter les gens, même à manger. Sauf que moi, ben, je mangeais rien, par exemple, ou bien enfin, un arrêt total, ça j'ai pas eu. Ça a été plus une diminution où à un moment c'était ben, une fois par semaine, c'est bon, par exemple, et je ferais pas d'autres sorties, quoi, parce que ça c'était trop. Ouais. Tu contrôlais vachement dans ta quantité de sorties. En fait, tu voyais les gens et tu savais qu'il fallait que tu fasses qu'une sortie où tu voyais ces Mhm. personnes-là parce qu'après, t'allais craquer plus sur la nourriture, c'est ça? Pas parce que j'avais craqué plus sur la nourriture, mais parce que ma quantité d'énergie disponible allait être saturée d'office que rien que le fait de me retrouver à un repas, enfin voilà, avec des aliments qui restent longtemps sur une table, par exemple, ça me demandait tellement d'énergie de supporter ce moment-là que je savais que je pourrais pas le faire une deuxième fois, qu'il fallait attendre, ouais, que je restaure un peu cette énergie pour pouvoir recommencer, quoi. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui a fait, comment tu as réussi à te battre contre ça, enfin contre ce travers-là de t'isoler, parce qu'à un moment donné, tu as bien voulu t'en sortir. Comment tu Mhm. as fait pour combattre cette chose-là? Bah, déjà, il y avait le fait de me dire qu'il y avait une différence entre moi et ma voix. Ma voix que j'ai appelée avec ma psychologue Ed, donc pour Eating Disorder. Parce que l'idée c'était de savoir à chaque fois distinguer les deux et de me dire mais qui est en train de décider là en fait, est-ce que c'est ma voix, est-ce que c'est moi, est-ce que si je vais voir les plats d'un restaurant avant d'aller au restaurant, est-ce que j'y vais bah, juste un peu comme tout le monde parce que j'ai envie de voir ce qu'ils proposent et déjà un peu me projeter, ou bien alors est-ce que j'y vais pour être dans le contrôle et à chaque fois essayer de faire un peu la distinction entre les deux. Est-ce que je refuse d'aller à un événement parce que concrètement je suis fatiguée et que n'importe qui pourrait refuser, ou bien est-ce que je refuse juste parce qu'on va y manger en fait. Donc Mm. Ouais. c'est en Et toi, partie, ouais. c'était quoi ton moyen, vu qu'on se connaît un peu, je sais que ton moyen de contrôle des aliments, c'était pas les calories, qu'on Mhm. pense vraiment souvent quand on pense trouble du comportement alimentaire, on pense une personne qui compte les calories. Ouais. Toi, je sais que c'était pas ton cas. Du coup, j'aimerais bien qu'on développe ce truc-là pour justement dégommer ce cliché-là de ah, t'es une personne qui compte ses calories, donc t'as un trouble du comportement alimentaire ou ce genre de choses. Mhm. Ben, disons que compter les calories, j'ai jamais fait. Donc, j'ai jamais fait un total de ma journée ou, enfin, et j'ai pas spécialement d'idée de ce que tel aliment contient comme calories, mais ça a quand même fait partie du trouble en partie. Donc, je suis désolée, je pourrais pas le dégommer totalement. Parce que mine de rien, c'était une manière j'allais au magasin, je prenais les trois biscuits qui se ressemblaient, et puis je finissais par choisir celui qui avait le moins de calories. Ou bien s'il était mis faible en calories, ou bien light, je prenais quand même ça aussi. Donc Ah la oui, partie ok. calories a quand même fait partie du trouble. Ou bien voilà, me souviens, je me retrouvais à un bar, je devais choisir entre trois boissons alcoolisées. Je mettais calories vin rosé, calories vin blanc et calories. Et puis je choisissais celui qui. Ok. En fait, tu ne faisais pas ton total calorique sur une journée, mais tu faisais le total calorique sur un aliment, par exemple. Et tu essayais de choisir le Ouais, moins calorique sur c'était plutôt l'aliment le en soi moins que tu voulais possible en consommer. fait. C'était plutôt ça l'idée. Ouais. Mais sinon, après, je pense qu'on a tous des connaissances de base sur l'alimentation qui font que même sans les calories, finalement, on sait très bien qu'un légume sera moins calorique que de la viande ou que du fromage. Enfin, Oui. on finit par. Oui, sans le fait de compter précisément, on a des idées Mhm. de qu'est-ce qui contient plus de calories Ouais, c'est ça. et pourquoi, quoi. Mhm.
On sait que la viande, ça contient plus de protéines, que le fromage, plus de lipides. Voilà, c'est des trucs un peu de base, en Ouais, effet. c'est clair. Bah, c'est tellement véhiculé dans la société aussi qu'en fait, il faut même pas se spécialiser là-dedans. J'ai envie de dire, tout le monde est un peu spécialiste. C'est triste. Quel élément qui t'a fait plonger dans, dans ce trouble-là? Est-ce que tu saurais le dire ou pas? Ça, c'est hyper compliqué parce que je pense qu'il y a plusieurs facteurs et que ça peut pas s'expliquer juste par un. Et puis il y a aussi le fait que ben, moi je pense que j'ai eu deux périodes d'anorexie dans ma vie et que c'est peut-être pas spécialement les mêmes causes pour l'une que pour l'autre, mais moi ce que je dirais c'est que pour moi c'est enfin ce qui m'a fait plonger c'est que le fait de pas manger, d'être vide et de d'avoir le contrôle sur son alimentation et son activité physique, ça m'a permis de plus ressentir mes émotions en fait et je crois que je ressentais trop ou qu'il y avait un trop plein et que je savais pas gérer et du coup ça a été une manière pour moi de me dire bah ok là maintenant je coupe et il y a plus rien quoi et ça peut-être que je me rends compte maintenant parce que je reprends contact avec mes émotions et que je me rends compte à certains moments que ça me fait même mal tellement c'est fort donc Et du coup, la maladie ne te manque pas? Ou des fois, tu te dis, ah, j'aimerais bien retourner dans cette maladie parce que justement, elle m'apportait le bénéfice de ne pas ressentir mes émotions. Et c'est ce dont j'ai besoin tout de suite. parfois j'aurais envie de retourner à une étape où ouais où je coupe plus de mes émotions mais clairement la maladie ne me manque absolument pas. Ouais. Ça, c'est clair, parce que je ne sais pas si ça sera censuré, mais c'est de la merde, d'accord. Ça sera sûrement pas censuré au montage, c'est vrai. Je pense que ça fait tellement souffrir et que c'est tellement un enfer qu'on peut vraiment jamais espérer d'y retourner. Je regretterai jamais ce moment-là. Parce que même par rapport aux émotions, en fait, ça coupe des émotions négatives, mais ça coupe aussi des émotions positives. Et moi, le fait de plus avoir pu rire ou sourire pendant une longue période, c'est un truc qui m'a énormément touchée. Donc, non, la maladie me manque pas. Alors certaines fonctions de la maladie me manquent, mais je peux sûrement les trouver d'une autre manière. Mm. Et tu arrives à tirer une autre fierté que la perte de poids? Moi, par exemple, dans mon cas, je n'arrive pas à trouver une autre fierté Mhm. ailleurs aussi importante que quand je perdais du poids. J'étais tellement fière de moi. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'arrive pas à trouver cette autre fierté ailleurs. Est-ce que toi, tu arrives à le faire? Pff, le mot fierté, je pense que c'est compliqué pour moi à employer parce que au niveau de la confiance en moi, ça reste enfin voilà, un sujet assez sensible. Mais je dirais que c'est plutôt de la joie dans d'autres activités où je me rends compte que je suis vraiment moi-même et que je l'étais pas avant la maladie en fait. Et donc, je vais me rendre compte, par exemple, quand je vais animer un stage avec des enfants, que là, je suis dans un moment de pur bonheur et de pure passion, et qu'en fait, ce sentiment-là, il est 10 fois plus fort que de voir le chiffre qui diminue sur la balance, quoi. C'est, je suis heureuse d'être moi, de Ouais. m'affirmer, voilà. Ici, par exemple, je faisais un karaoké, j'étais sur la scène avec mes amis, et c'était hyper intense. Pour moi, ça, c'est le genre d'émotion qui me fait dire, bah, que c'est de la joie, quoi. Et que, mais que c'est mieux que la fierté, en fait, je sais pas. Ok. Non, c'est cool. Non, c'est cool. C'est cool comme réponse. Non, mais c'est vrai, parce que, enfin, tu vois, moi, vraiment, j'y arrive pas. Je sais qu'aujourd'hui, je suis heureuse, tu vois, Mhm. comparé à avant, comparé à la restriction. Une fierté aussi importante, parce que c'est vraiment de la fierté qui est mal placée, parce que t'as pas à être fière Ouais. d'avoir perdu du poids, c'est ridicule. Mais, enfin, c'est la maladie, c'est pas ridicule. On reprend les bons termes. Mhm. Mais tu vois, j'arrive pas à retrouver ça. Alors que je savais que j'étais dans un mauvais état, que sourire était du sport, parce que on n'a plus d'énergie. Et pourtant, j'étais quand même fière Ouais. de ce que je faisais, quoi. Donc c'est hyper... Après, je pense que on peut être fier aussi de notre parcours, du chemin de guérison. Et ça, je pense que cette fierté-là, en fait, elle est encore plus importante parce que être malade et perdre du poids, à un moment, en fait, ça devient facile, mais se battre, et on le sait toutes les deux, ça demande énormément d'énergie et est-ce qu'on devrait pas encore être plus fier de, voilà, ici on est à Pâques, du petit œuf en chocolat qu'on a mangé en plus, que des 100 grammes qu'on avait perdu à l'époque. Je pense qu'on peut le voir dans ce sens-là aussi, même si
même s'il faut arriver enfin, voilà, avoir ce regard-là sur les choses. Mais Mais... je pense que ce sont des fiertés complètement différentes, en fait. Mhm. Parce que, ouais, je suis fière du parcours que j'ai fait. Je pense que comme toi, tu vois. Mais c'est pas une. Je pense que quand tu montes sur la balance et que tu as vu une perte de poids, c'est de la fierté instantanée. Ouais. Alors que quand c'est un combat de tous les jours, en fait, c'est une souffrance de tous les jours. Parce que Mhm. tu te bats. Et donc, du coup, c'est pas ce shoot de fierté que tu as. Ouais. Tu vois. Après, j'ai l'impression que c'est aussi un peu une fierté. C'est une toute puissance qu'on a l'impression d'avoir à ce moment-là. C'est pas la réalité en fait. Ouais. Ah oui, oui, C'est un oui. monde parallèle quoi. Bien C'est sûr, un peu bien comme sûr. ça que je le vois. Mais je Et comprends. qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place qui t'ont aidé ou comment tu as fait? Parce que c'est tellement dur de se dire oui, il faut faire comme ci, comme ça pour s'en sortir. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, je crois que l'impulsion de me faire soigner, ça a vraiment été, comme je disais tout à l'heure, mes proches et le fait de voir que là, c'était en train de détruire les autres et ça, c'est un peu le déclic. Mais je pense pas qu'il existe vraiment un réel déclic pour recommencer à manger ou ça, je pense que ça doit être progressif. Les gens se disent toujours, bah, il suffit qu'elle mange ou bien, enfin voilà, ça, je crois que ça existe pas. Mais je pense que moi, clairement, dans la guérison, alors il y a plein de facteurs qui jouent. Je crois quand même que c'est grâce à ma psychologue qui est spécialisée dans les troubles alimentaires en TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, que je m'en suis sortie parce que clairement, j'étais arrivée à un stade où je me disais que je voulais faire quelque chose, mais j'en étais incapable. Je pensais que j'allais pouvoir remanger du jour au lendemain, c'était impossible. C'était beaucoup trop ancré. Et donc, elle a travaillé avec moi le fait d'abord d'être motivée à m'en sortir, et après, on a mis en place une structure alimentaire que j'ai commencé à suivre petit à petit, un journal alimentaire. On a travaillé aussi tout ce qu'il y avait autour, les causes. Enfin voilà, je pense que ça a quand même été voilà, la base de ma guérison, parce que sinon, concrètement, je sais pas où j'en serais maintenant et je serais peut-être plus là pour en parler. Donc, Bah, heureusement que tu es là. Moi, ça me fait plaisir ouais, de t'avoir ici. Non, mais voilà, au cas où tu doutais. bah oui, mais vraiment, tout ce soutien qui est là à la base, mais qui a pas cessé en fait depuis. Moi, ça a dû être hyper intense et ça doit encore l'être maintenant, mais je prends par exemple le groupe de parole, ben, le fait de t'avoir rencontré aussi, de s'envoyer des messages hyper régulièrement, enfin voilà, d'avoir quelqu'un qui est dans la même galère que moi, parce que je me suis Ouais. sentie super seule. Ouais, il y avait vraiment un moment où j'avais l'impression que j'étais toute seule à vivre ça et je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis dit, mais purée, mais enfin, il y a des gens qui sont comme moi, quoi. C'est incroyable. C'est vrai que c'est une maladie qui isole beaucoup, quoi. Quand on est tout seul face à soi-même au quotidien, parce qu'on est toutes les deux des personnes qui habitent toutes seules, Ouais, et on est là et on pleure devant une assiette de pâtes, enfin des pâtes, non, une assiette de salade, parce que les pâtes c'était encore impensable à c'est l'époque. clair. Et là, on se dit waouh, mais on est complètement taré en fait, et on se sent vraiment très très seul. Donc c'est Mhm. vrai que Ouais, ça a été, c'est pour ça ça a que été- ouais, c'est pour ça que les groupes de parole permettent de se découvrir. Mais attention, il faut avoir la volonté déjà de s'en sortir, parce que dès qu'il y a deux personnes dans un groupe de parole qui font face à la même maladie, c'est facile de se refiler les bons tuyaux pour pouvoir perdre du poids. C'est pour ça qu'ici sur ce podcast, vous n'entendrez jamais combien de kilos la personne a perdu ou a pris et combien de calories elle a mangé ou pas mangé. C'est parce que si une personne écoute ce podcast, et bienvenue à toi, est sensible à tout ça, elle peut prendre ce même euh, modèle. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, ouais. Donc nous, ça nous a ouais. été bénéfique, mais on était déjà dans la démarche de ouais, il faut qu'on se sorte de cette situation. Mais c'est clair qu'il faut rester prudent et je me souviens que c'est quelque chose qu'on s'est fixé dès le début, c'est qu'on se tirerait vers le haut et que c'était impensable de s'envoyer j'arrive pas à manger aujourd'hui et que l'autre envoie ah bah moi non plus, du coup vas-y on mange pas à deux et comme ça on est dans la même galère quoi. C'est ça. Et puis après, ça part en soutien de oh, j'ai pas mangé, il faut pas que tu manges Ouais. non plus. Ah, c'est n'importe quoi après. Et puis il faut savoir mettre ses limites aussi dans l'échange justement, savoir dire ben voilà, tu me demandes ce que je vais manger à midi, mais moi j'ai pas envie de te le partager, je te le dirai pas et ça c'est important aussi. C'est ça, exactement. Dans le respect, quoi, et puis dans la compréhension de l'autre, Mhm. tout simplement.
Mais oui, il faut pas aller dans un groupe de parole. C'est une porte pour la guérison. C'est pas le groupe de parole qui va tout faire la guérison, et c'est pas parce que nous on s'est rencontrés que ça a bien marché que c'est grâce à moi que tu t'en es sorti. Absolument pas. Non. Bah, On en peut. partie, disons que ça fait vraiment un tout. Puis c'est, enfin, d'une personne à l'autre, c'est, enfin, je sais pas, je vois ça un peu comme un puzzle. Chacun va apporter sa petite pièce, mais Oui, on n'a voilà, pas c'est le ça. même puzzle non plus. Et je sais que, bah, moi, par exemple, enfin, ici, j'ai encore 2 rendez-vous par semaine, chez des professionnels, que ce soit psy ou diététicienne. Ben voilà, j'ai vraiment besoin d'un soutien, au quotidien, de savoir que quand j'ai un souci, je vais pouvoir avoir des gens à qui envoyer un message pour dire que ça va pas, de, voilà, pouvoir utiliser l'humour aussi, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Une, Ouais. une oreille à l'écoute, quoi, attentive. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Mhm. J'ai l'impression que c'est un tout parce que quand on voit anorexie, on voit toujours alimentation et sport, mais Non, non, mais c'est pour ouais, aller non, mieux non, de mais manière générale, ouais. ouais, c'est vraiment pour aller mieux de toi aujourd'hui, Charline. Que fais-tu pour aller mieux? Ça peut être n'importe quoi, un truc. Mhm. Quand tu vas pas bien, tu dis je fais ça et puis je vais aller mieux. De manière générale, ça, c'est toujours dans l'optique de ce que j'expliquais tout à l'heure avec la joie, mais c'est essayer de faire les choses qui me correspondent vraiment, d'être moi dans mes relations avec les gens et de pas essayer de coller à une image qui me ressemble pas. Essayer de d'oser en fait quand je, enfin voilà, quand il y a la peur qui est là de dépasser ma zone de confort, mais ouais, d'être juste en accord avec moi-même et je Ouais, mais dirais- ça, c'est en général. Imagine là, t'as un gros bad blues. Mhm. Est-ce qu'il y a des techniques que tu fais où tu te dis je vais faire ça, je sais pas, moi je vais regarder un film ou je vais faire ci, je vais faire ça et puis après ça ira mieux. Ou pas du tout. Mhm. À court terme, c'est compliqué parce que j'ai souvent tendance à faire, enfin, combler avec des activités et autres, et en fait, c'est pas toujours idéal. En fait, je pourrais très bien dire, ben voilà, je me sens pas bien, du coup, je vais aller faire une promenade ou bien je vais regarder un film ou, mais c'est souvent faire pour dire de pas penser. Et du coup, j'ai un peu de mal à trouver des activités Ok. comme ça directement. Alors, il y a toujours, Ok, donc toi ouais, tu préfères du coup améliorer ta vie et ta façon de penser de façon générale Mhm. et ça a un impact positif sur le Ouais, moment que tu vis. je Ok, pense plutôt, ouais. Et bah sinon l'art, mais ça dépend. C'est aussi quand j'en ai envie, mais ça parfois effectivement quand c'est un moment plus compliqué, voilà, essayer de m'exprimer, faire un dessin, sortir mes crayons et essayer de tout sortir par là, ça peut m'aider. Mais ça dépend. Parfois même ça, je me sens trop mal que pour le faire. ouais, ouais, ça dépend Mhm. vraiment de ton degré. Mais en soi, pour aller mieux, souvent, moi, c'est envoyer un message à quelqu'un. Et c'est ce que je faisais pas du tout à une époque. Appeler à l'aide, me sentir légitime que pour solliciter quelqu'un, je n'osais pas le faire. Et encore maintenant, je vais envoyer des messages à des gens qui me répètent que ça les dérange pas. Il faut que régulièrement, je leur demande s'ils sont sûrs que ça les dérange toujours pas. Donc, Ouais, mais parce que t'as parlé de légitimité. C'est une légitimité à quoi? À envoyer un message pour déranger une personne, légitimité à se sentir. euh, C'est quelle signification tu mets derrière? je crois que c'est légitimité à avoir une souffrance qui est psychologique. Parce que j'ai pas trop de mal à aller chercher de l'aide et aller vers les autres quand c'est quelque chose qui touche plus à la santé physique. Donc voilà, quand j'étais Ouais, au plus bas de la maladie, je savais, enfin, même s'il y avait une partie de moi qui voulait pas le reconnaître, je savais très bien que ça se voyait extérieurement et que du coup j'étais légitime à pas aller bien. Puis même quand je sais pas, c'est des trucs assez simples. J'aurais plus facile à dire à quelqu'un que je me suis coupée, que j'ai dû aller à l'hôpital, que de dire, bah voilà, là, je me sens pas bien, je suis déprimée, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt ça. pourquoi? Parce que tu estimes pas avoir vécu de trucs traumatisants dans ta vie? Ou Je pense parce parce que... que souvent dans ma vie, j'ai eu la sensation que souffrir, enfin, plus au niveau de la D'accord. santé mentale, c'était se plaindre, en fait, je crois. Et donc, ça pouvait être reçu comme ça, parce que c'est pas tangible non plus. Ouais, mais Ouais, après, je on vois n'est plus pas comme obligé ça. de tout comprendre non plus, hein.
Tu sais, je dis ça comme si c'était facile Mmh. pour moi. J'adore mon rôle actuellement, tu vois, genre, Le franchement, calme, j'adore mon rôle. Je pose des constant. questions, je réponds pas, je suis posée. Attention, parce que c'est moi qui vais interviewer après. Tu peux me reposer les questions, y a pas de problème. Après, moi, je peux couper au montage. Euh, Oh là là. As-tu un message à faire passer? euh, c'est pas vraiment qui va écouter ce podcast qui sera, enfin, qui seront les auditeurs. Est-ce que ça va être des personnes de l'association ou bien, voilà, des personnes extérieures, mais je pense que le message que j'aurais à faire passer, c'est simplement, prenez soin de vous et de vos proches, que ce soit lié aux troubles alimentaires ou bien en général. Je pense que on doit prendre le temps de demander aux autres comment ils vont, de vraiment s'intéresser à la réponse et pas juste un ça va avec le oui qui suit. Ouais. De se dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en souffrance que ce qu'on pense et que, enfin, voilà, qui ont besoin de soutien. Et puis c'est pas parce on va pas bien un moment qu'on n'a pas le droit de s'amuser en même temps non plus. Donc Oui. J'ai l'impression, ouais. c'est pas être condamné non plus, mais ouais, prenez soin de vous et des autres, Ouais. quoi. J'ai l'impression que par moment, on a l'impression qu'une personne qui va pas bien, elle doit forcément faire tout le temps la gueule, elle doit Mhm. forcément être toute seule tout le temps, et que si tu commences à rigoler un petit peu, ça y est, c'est bon, tu vas bien. Et avec l'anorexie, j'ai Ouais. l'impression que c'est ça, c'est déjà dans l'imaginaire des personnes. Tu n'es pas malade d'anorexie ou de boulimie si ton physique ne colle pas à ta maladie, et tu n'es pas non plus légitime si Mhm. tu manges. Alors qu'en fait, enfin, je sais pas pour Ouais, toi, mais pour moi, les pires moments que j'ai vécus, c'est mes moments de rénutrition. C'est pas mes moments de c'est maladie. clair. Enfin, j'étais encore dans la maladie, mais c'est pas mes Ouais. moments de restriction. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que dans le message à faire passer, je pense qu'il y a aussi le fait de se renseigner tant pour les professionnels que pour les proches. Parce qu'on parlait de calories tout à l'heure. Moi, il y a un médecin à qui j'ai dit que je pensais que je souffrais d'anorexie et qui m'a dit vous comptez vos calories? Et j'ai dit non. Et donc elle m'a dit bah c'est bon alors, c'est pas ça. Et donc je pense que les gens passent tellement à côté de la réalité en fait et de se dire enfin ça nous fait souffrir en fait de se dire nous on sait que dans notre tête on est encore malade, mais comme ça se voit plus extérieurement, les gens se disent c'est bon, elle va mieux, alors qu'en fait parfois on est dans nos pires moments Ouais, de la maladie, quoi. ouais, totalement. Et as-tu des recommandations à faire? Est-ce que tu as des recommandations à faire de livres, de séries, de films, de... Je sais pas moi. De quelque chose, d'humoriste, que tu as envie de faire partager, que tu as bien aimé, qui t'a fait du bien à un moment donné, et que tu veux faire partager. Ouais. Dis-nous tout, Charlie. Euh, alors je réfléchis. Moi il y a le blog de No Rain No Flower que je trouve intéressant mais que j'ai découvert trop tard, parce que je trouve que enfin voilà, le contenu, il est entre le scientifique sur les troubles alimentaires et le témoignage. Et du coup, ça apporte bien les deux aspects. Et il y a des super articles, comme par exemple comment survivre aux fêtes de fin d'année, ou voilà, certaines choses comme ça qui me parlent tellement que je trouve que c'est vraiment une chouette ressource. Euh, Il y avait le livre aussi, parce que j'ai cherché beaucoup de livres là-dessus. Quand j'essayais de trouver des gens qui vivaient la même chose que moi, c'était Jour sans fin de Delphine de Vigan, je pense, Ok. il me semble. Et en fait, juste pour la première page, je me retrouvais exactement dedans. Je sais pas combien de fois je l'ai relu et voilà, je trouvais ça poignant. C'était vraiment. Et est-ce que dedans, il y a le nombre de calories et les kilos? Ouais. Il y a pas le nombre de calories, je pense pas. Il y a les kilos et j'avoue que ça, par contre, c'est voilà, je pense que s'il y a bien une page à louper dans le livre, ce serait celle-là parce que je me souviens aussi que fatalement j'ai regardé le poids et que le poids était plus bas que le mien. Et donc je me disais, c'est bon, il y a moyen de faire mieux. Au pire, c'est selon. Mais, enfin, je trouve ça très négatif de mettre ça dans ce genre de livre. Il faudrait carrément qu'on découpe la page ou bien qu'on mette voilà, un petit truc en noir Oui. sur le poids, Il y quoi. a une... alors, je sais plus Pour comment pas elle le voir. s'appelle, mais il y a une mannequin qui avait fait un livre comme ça. Et on lui a reproché d'avoir nié parce qu'elle avait rempli exactement ce qu'elle mangeait par jour, tout ça.
Et donc, du coup, il y a énormément de filles qui, par comparaison, l'ont recopié, ce qui est bien évidemment absolument pas le message du livre, en fait. Donc, c'est très compliqué. Il faut faire Mhm. attention, nous, en tant que personnes qui témoignent, de savoir ce qu'on dit et quel impact ça a. Ouais, et puis même pour nous, je pense que quand on témoigne, c'est pas bon pour nous de parler de tout ça en fait. Ça doit, voilà, tant pour les autres que pour nous-mêmes, ça doit rester quelque chose qu'on mentionne pas spécialement, quoi. Non, Enfin, je moi je suis le vois comme d'accord. ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Ben, simplement rajouter que c'est un super beau projet en fait. Je trouve que, ouais, vraiment, qu'il n'y a pas assez de contenus comme ça qui sont publiés sur les troubles alimentaires. Pourtant, il y a énormément de personnes qui en souffrent. Voilà, Ouais. j'espère que, ben, en fait, même si ça touche déjà ne fût-ce qu'une personne, ben, aider une personne, c'est déjà génial, quoi. Voilà, je voudrais te remercier toi et puis l'association en général pour Ouais, c'est ce super que vous gentil. faites. On n'est pas pro, on fait beaucoup d'erreurs, mais on essaye de faire Ouais, au mais mieux et c'est sur une pente super positive là en tout cas. Donc, j'espère. voilà. Et puis merci de m'avoir interviewé. Ça me fait plaisir aussi. Et ben merci à toi. C'était Charline sur le podcast L'appétit du cœur. Je vous remercie et puis on me laisse découvrir d'autres épisodes. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, c'est sap69. Je vous laisse nous suivre et liker. Et à bientôt. Au revoir.